Quand on parle de communication dans le couple, on entend souvent les mêmes choses. Les hommes seraient peu bavards, enclins à utiliser un vocabulaire technique et factuel afin d'apporter des solutions concrètes aux problèmes du couple. Les femmes, quant à elles, seraient plus bavardes et plus portées sur l'émotion. Ces stéréotypes sont largement représentés dans la société. Ainsi, 73% des femmes pensent que la communication peut être une solution pour les problèmes de couple contre seulement 27% des hommes. Ce que l'on entend moins, par contre, ce sont que les inégalités restent très présentes, même au sein de la conversation. Pourtant, on pourrait penser que sur le plan de l'argumentaire, la différenciation des genres serait effacée par l'absence de confrontation physique ou hiérarchique. Ces études montrent que les inégalités perdurent jusqu'au cœur même du couple. Les genres, l'homme et la femme, deux entités façonnées par la culture d'un milieu de vie depuis leur plus tendre enfance. Dans les écoles par exemple, les garçons parlent en moyenne 3 fois plus que les petites filles, alors qu'ils sont moins réprimandés pour des prises de parole intempestives. Ces processus, qui viennent du temps où les femmes n'étaient pas encore considérées, a tendance à diminuer, mais restent encore très inscrits dans les comportements. Ainsi, nous avons suivi un couple en leur posant une simple question. Avez-vous des problèmes de communication ? L'analyse de leur communication est très représentative, aussi bien sur le fond que sur la forme. Les problèmes de communication ils peuvent être là parfois, c'est-à-dire que sur des sujets de désaccord, toi tu éprouves impérativement le besoin d'y revenir longuement et immédiatement. Alors que je pourrais parfois considérer que il suffit peut-être de laisser couler pour que ça passe. C'est des niveaux de communication très très différents, où les femmes souvent elles ont des attentes de communiquer sur leur mal-être, sur leurs émotions, sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et les hommes, eux, vont plutôt laisser ça de côté et puis essayer de trouver des solutions. Non, et puis il y a les moments aussi, en fait, c'est ça moi je pense. C'est que parler avec tout ça, en fait, ce que je constate souvent, c'est que, par exemple, tu as souvent envie de parler à des moments où moi j'ai pas envie qu'on parle. Ça c'est vrai. Mais tu sais que c'est hyper cliché tout ça. Ce qui fait que vous voyez que ça crée vraiment un décalage entre les deux. Souvent, il y a, madame, quand monsieur rentre du travail, elle va vouloir parler de sa journée, de ce qui s'est passé avec les enfants, sans forcément attendre une solution de monsieur. Et lui va plutôt couper ce genre d'interaction parce que finalement, lui, ce qu'il veut, c'est apporter des solutions. Puis s'il n'y a pas de solution, il va se détourner de la conversation. A fortiori, quand je vois bien que tes propos et ton besoin de discuter reposent pas sur du rationnel, mais sur plutôt de l'irrationnel, quoi. Il se trouve qu'à des moments, je pense que j'ai raison et que tu as tort, et que du coup, j'ai tendance plutôt dans ces cas-là. En plus, tu mens, parce que tu penses au début que tu as raison, et dans plein de moments, tu dis en fait, tu as raison, après coup. Mais ça, c'est purement stratégique, ça. Ça, c'est pas du tout... voilà. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, faire un compromis, c'est comment dire, c'est se montrer faible, c'est être down dans la relation, c'est-à-dire vraiment une perte de pouvoir. Le temps de parole est une des marques principales de la discussion. Il est le symbole même de la prise de pouvoir, de l'incidence d'un individu sur un autre. Vérifions ensemble si l'adage de la femme bavarde tient encore avec un chronomètre en main. Le constat est sans appel. Il a parlé 4 minutes de plus qu'elle, soit plus de la moitié. Si les femmes parlent moins, c'est qu'elles ont derrière elles une pression du genre. Ce processus est très visible, car la femme est encore très souvent représentée par des clichés. On remarquera par exemple que dans beaucoup d'émissions, le rôle attendu de la femme est qu'elle soit vue, mais pas entendue. Comment s'étonner alors d'un tel constat ? Dans la pratique courante de la discussion, le jeu d'écoute et de parole est souvent perturbé par des fautes dans la continuité. Les exemples les plus courants sont les chevauchements et les interruptions. Si le premier cas n'est qu'un léger changement de direction pendant un blanc et ne peut se traduire par une réelle rupture, l'interruption est une remise en cause complète de l'acte d'échange, puisqu'il s'introduit dans l'argumentation de l'autre avant qu'il n'ait fini son tour de parole. Entendre selon moi, en tout cas, il y a besoin d'en parler. Mais un problème de communication. Oui, mais ça, c'est facile de dire ça pour toi, parce que et à les prendre en considération. C'est vrai, quand je te parle de cuisine, tu m'écoutes pas. Si dans la conversation, la parole est une chose importante à étudier, les silences ont aussi leur importance.
Une étude de West et Zimmerman ont montré que 62% des femmes se retrouvaient silencieuses après une intervention masculine de type chevauchement, interruption ou bien après une réponse minimale retardée. Notre couple, encore une fois, ne déroge pas à la règle. Les réponses minimales sont des petites phrases ou des mouvements qui permettent au locuteur de se sentir encouragé. Alors que les femmes participent moins à la conversation, elles ont plus tendance à encourager le discours masculin par des réponses courtes au moment opportun. Les hommes retardent leurs réponses, provoquant chez leurs interlocutrices un sentiment de désintérêt. Systématiquement dessus. Jusqu'à ce que ce soit réglé. Ça marche très bien d'ailleurs. C'est vrai que ça marche très bien. C'est vrai. La femme est souvent obligée de demander ces réponses courtes pour se sentir appuyée. Pour dire, il a été aussi facile de trouver un exemple pour le retard des réponses minimales de la part de Mathieu que des exemples où Oriane répondait rapidement. Et moi, quand j'ai envie de parler, c'est toujours le moment où tu as envie d'aller dormir. C'est fou ça. Oui. On accepte beaucoup aussi que être en couple, c'est aussi accepter la temporalité de l'autre, etc., y compris pour communiquer. Non, mais ça c'est vrai. C'est beaucoup plus serein, quoi. Les vrais problèmes de communication, c'est quand toi, tu n'écoutes pas ce que j'ai à dire en estimant que j'ai tort. Donc, tu n'estimes même pas que j'ai tort, tu les écoutes même pas en fait. Là, c'est les problèmes de communication. L'analyse de la conversation de notre couple test, qui au-delà du fond très intéressant avait une forme très représentative, a très clairement montré un déséquilibre conversationnel. Pourtant, le dialogue n'a pas été engagé par le couple et a priori, leur motivation était la même pour commencer l'entretien. Oriane était apparemment plus disposée à parler au début, alors que Mathieu semblait désintéressé. Pourtant, comme nous l'avons vu, c'est lui qui parlera le plus et coupera, entre autres choses, le plus de fois la conversation. Peu après la première interview, nous leur avons demandé ce qu'ils avaient pensé de leur première discussion. L'argumentaire est parlant. La communication a fortement évolué depuis le début de leur relation. En fait, je dis qu'on a moins de problèmes de communication maintenant. Et en fait, c'est vrai. Mais c'est parce qu'aussi, je pense que je m'exprime plus. Et du coup, j'ai appris à Pardon. Non, mais j'ai appris à mieux m'exprimer, ce qui du coup laisse moins de place à des différences d'interprétation qui laissent toute la place aux difficultés de communication en fait. Ah bah là maintenant, je dirais pas qu'elle parle trop, mais elle parle plus, ça c'est sûr, ouais. Et c'est sûr que je lui ferai le tiers du quart de l'équivalent de ce que je lui ai fait au début quand on s'est rencontrés. Elle le laisserait pas du tout passer et puis elle le dirait tout de suite. Voilà. Pour eux, le constat est sans appel. C'est Oriane qui parle le plus. Le cliché reste donc en faveur de la femme bavarde. Nous leur avons fait voir leur interview, puis nous les avons interrogés ensemble, leur donnant les clés de leur échange. 7 interruptions de la part de Mathieu, 3 silences où Oriane a abandonné la conversation, temps de paroles disproportionnés, etc., etc. Lucide sur le constat, les habitudes ont la vie dure. Vous pensez que ça peut venir d'où ça ? Oh bah... Ça vient clairement d'une répartition normative sexuée de la parole. Voilà. Mais ça fait bizarre de se dire ça quand même. Hein. Ah bah, moi, j'ai jamais eu la prétention d'être complètement débarrassé des scories de milliers d'années de domination masculine qui continuent d'exister et qui se manifestent aussi dans la répartition de la parole. Et il y a encore 100 ans en arrière, t'aurais même pas parlé de minutes, sans lever le petit doigt pour me demander l'autorisation. Non mais, indépendamment de ça, en plus il se trouve que non seulement Oriane est une femme et que je suis un homme, mais il se trouve qu'en plus, même quand il y a plusieurs hommes, je suis un grand bavard. C'est vrai. Mais, sauf que, si vous nous aviez filmé dans l'intimité du foyer le soir à la maison quand on rentre, qu'on se retrouve seul après avoir couché les enfants,
je suis pas sûr que la proportion de la répartition du temps de parole aurait été la même. Et bien disons qu'à mon avis, cette répartition du temps de parole, en fonction des sujets, elle est aussi significative. C'est-à-dire que quand on parle de sujets sérieux, c'est toi qui parles, etc., et qui fait on va dire le mâle dominateur, d'accord? Pour faire très grossier. Hein. Et en revanche, quand c'est... Moi, je parle beaucoup, du coup, de quoi? Du ménage, travail, de la des vie quotidienne, courses, du des ménage, enfants. des cours, de mes histoires, etc. Et Ta là, coiffure, effectivement, tes habits, Ouais. c'est ça? Ouais. Ouais. Du coup, je suis obligée de changer souvent de sujet. Bon, c'est des sujets très féminins, mais je suis obligée de changer souvent de sujet, peut-être parce que tu fais des silences. Donc quand je parle, on me le reproche, et quand je me tais, on me le reproche aussi. Bon. J'en sais Non, rien, mais là, il y a clairement, je pense, quelque chose de cet ordre-là qui se joue et qui se fait, qui est un processus tellement ancré qu'on ne s'en rend même pas compte. Et voilà. Mais après... Et ça se reproduit aussi au sein du couple. Excuse-moi de te couper. Mais après, je pense, à la fois c'est des schémas très ancrés, mais du coup c'est aussi de la faute des femmes de se laisser, parce que moi, je te laisse parler, je me laisse interrompre et je me laisse gagner par le fait que ce que tu dis, c'est mieux et c'est plus important que ce que je dis, quand même. Donc c'est aussi de ma faute, et c'est en ça que je disais que c'est un travail d'arriver à inverser cette manière de penser, de voir les choses et d'agir du coup. Lors d'une discussion, nous sommes engagés dans une activité politique qui négocie la réalité sociale. Si les interactions peuvent prendre part à la construction et à la différenciation du genre et de la hiérarchie, il est alors important de comprendre les lieux communs qui forgent les différences afin d'établir pour de bon des bases plus saines à une argumentation égalitaire.